Alors, donc, nous parlons de Samoa. Le titre, vous l'avez vu, sœur ou épouse, il faut choisir. Il faut choisir parce que on ne peut pas simplement être une femme dans l'organisation villageoise. Bon, alors, Samoa, pays de Polynésie occidentale, une culture, parce qu'une seule langue, une société, parce qu'un seul système qui règle les places où chacun, de différentes manières, peut se dire appartenir à Samoa. Samoa comme pays, comme culture et comme langue. Deux États politiques, le Samoa occidental, qui est indépendant depuis 1962, et le Samoa américain. J'ai commencé à me rendre régulièrement dans cette société depuis 1981. Ce qui m'a frappé au plan de la dimension sexuée de la vie sociale, je dis bien dimension sexuée, donc différente de sexuelle. Nous sommes sur l'anglais gender, qui maintenant aussi est entré en français avec le mot genre. Donc, à ce plan de la dimension sexuée de la vie sociale, ce qui m'a frappé est le manque de mots pour parler des femmes en général, pour poser des questions à propos des femmes en général. Tout de suite, avant d'ouvrir la bouche pour une question, pour choisir les mots, je devais savoir si je parlais d'une femme en tant qu'épouse ou d'une femme en tant que parente consanguine, sœur, tante, fille, cousine, etc. Donc voilà un cas immédiatement qui illustre ce que Irène Théry nous disait ce matin. Le genre comme modalité des relations et non comme attribut naturel, entre guillemets, et fixé. Cette femme, mon discours spontané français occidental, est seulement là-bas femme en tant qu'épouse ou femme en tant que sœur, etc. Donc, vous voyez déjà sur cet exemple simple la distinction entre le genre comme attribut et comme modalité de relation. Alors, il faut se déprendre de penser que là-bas, donc Samoa, les habitants penseraient « oui, bon, c'est une femme », puis une fois cette identification faite en substance, ils ajoutent dans leur esprit « bon, alors d'accord, là c'est une femme en tant qu'épouse, là c'est une femme en tant que famille consanguine, en tant que parente ». Eh bien non, ce n'est pas cette identification linguistique en deux étapes, c'est tout d'un bloc, parce qu'il y a un seul vocable à chaque fois bien différent qu'on identifie, mais que nous, on doit bien traduire par femme en tant qu'épouse, femme en tant que sœur. On verra un peu plus tard. Parce que, précisément, il est impossible de dire en samoan une femme, un premier mot, en tant qu'épouse, un deuxième mot. Voilà ce qui m'avait frappé. Donc, il n'y a pas de mot pour désigner femme en général. Alors, il y a, entrons un peu dans le détail, il y a des mots pour homme en général, et encore, mais pas pour femme. Alors, pour comparer brièvement avec la langue que vous connaissez, chez vous, votre mot taane pour homme, en samoan, il existe, et il peut certes désigner un homme en général, mais il est plus souvent utilisé par une épouse pour parler de son mari. Et c'est plutôt un mot propre au samoan, tamaloa, qui est utilisé pour homme en général. Et votre mot wahine, pour femme, eh bien, il existe en samoan. Son apparenté linguistique, fafine. Mais ce mot-là est très difficile à manier, car il a pris un sens extrêmement restreint dans l'évolution de la langue samoane, je ne sais pas quand, mais il y a longtemps, parce qu'on a des sources dès les premiers contacts qui nous le disent. Il veut dire femme qui est déjà, ou va l'être bientôt, par mariage ou concubinage, en relation sexuelle. Donc tout de suite là, le sexué devient sexuel. Et si on applique ce mot, fafine, à une jeune femme non encore mariée, c'est une injure. C'est comme si on disait « Hé, toi, tu vas rencontrer plein de garçons et d'hommes ». Alors qu'il faut savoir qu'on est dans une société où la virginité prémaritale féminine était et demeure une grande valeur, source de prestige pour le clan, etc.
Donc le mot samoan fafine, votre mot vahine. Si on demande dans une famille, combien de fafine avez-vous dans votre clan? Ben, on se prend un coup de poing. Ou la réponse sera, mais aucune. Et il faudra utiliser des mots différents qui vont désigner les femmes de la parenté consanguine, les sœurs, tantes, cousines. Alors, les mots généraux à ce sujet, c'est teine et tamaitai. Teine plutôt pour les jeunes. En général, teine, on comprend une adolescente, mais on peut l'utiliser affectivement pour des personnes plus âgées. Et le mot poli, avec lequel on ne se prendra jamais un coup de poing, c'est tamaitai. Et d'ailleurs, les Samoans qui parlent anglais, ils vous expliquent tout de suite, oui, parce que ça, c'est notre mot pour dire ladies. C'est comme chez vous, les occidentaux anglophones, quand vous ne voulez pas dire women, vous dites ladies. Et d'ailleurs, effectivement, les Samoans qui parlent anglais, s'adressant à des Anglais parlant de l'épouse de quelqu'un, vont toujours dire « you're good lady ». Ils vont pas dire, ils vont même hésiter à dire your good wife. Enfin, ils vont pas dire your wife. Ils vont mettre déjà good devant, ce qui modifie un peu. Mais encore mieux, your good lady. Et on pourrait en parler dans des ouvrages médicaux modernes en samoan dans les pays d'émigration pour parler du sexe masculin et féminin en tant que catégorie biologique, si on peut dire. Eh bien, il a fallu forger des mots tout à fait nouveau. Donc, voilà déjà le contexte. L'exemple de sœur ou épouse, il faut choisir, en est une illustration. Qu'est-ce qu'on constate quand on regarde les mariages? Et quelles conclusions en tirer? Ces mots-là, sœur ou épouse, il faut choisir, sont envoyés à la figure de celle, à la face de celle qui commet l'erreur de tomber amoureuse d'un garçon de son village. L'endogamie de village, le mariage dans le même village, est déclaré très mauvais. Ça n'est pas un inceste. Dans le même village, les familles étendues, les clans, Ainga, ne sont pas toutes apparentées. Loin de là, dans la mémoire locale. Mais l'organisation traditionnelle des groupes cérémoniels, on va en parler un peu, sépare très fortement les filles du village, les filles de la communauté, les enfants de ces clans, Ainga, et de l'autre côté, les épouses venues vivre chez leur mari. On dit que les épouses viennent et doivent toujours venir d'ailleurs, donc un autre village. La règle est l'exogamie de village. On se marie en dehors. Le problème du mariage intra-villageois dans le même village contraint une fille de la communauté, une fille du village, à devenir aussi une épouse. Or, il apparaît, on ne dit pas pourquoi, que les deux statuts sont incompatibles. Si les deux se superposent, la jeune femme qui est d'ici, de ce village, mais qui devient dans son village une épouse, eh bien on dit qu'elle perd son statut d'appartenance à sa communauté. Elle n'est plus une fille d'ici. La superposition des deux statuts est impossible. Et c'est celui d'épouse qui subsiste, c'est-à-dire ou bien elle recule au dernier moment, elle ne se marie pas, elle reste une lady du village, ou elle se marie, elle n'est plus qu'une épouse dont normalement elle vient d'ailleurs. Donc son identité locale, il reste pratiquement rien. Et c'est très difficile à Samoa de vivre sans cette identité d'appartenance. Donc quand ce genre d'histoire arrive et que les deux fiancés ne reculent pas, il n'y a qu'une seule solution, ils s'en vont. Ils s'en vont dans un village lointain où l'un des deux aura des cousins auprès de, disons, des branches éloignées, ou même carrément un clan assez éloigné, dans lequel ils vont s'intégrer et en quelque sorte refaire leur vie communautaire. Cousin du côté de la fille ou cousin du côté du garçon. Ou émigrer dans ce qui commence à être vraiment un peu un autre monde, la ville, ou émigrer à l'étranger.
Bon, alors, devant ça, on se dit, qu'est-ce que c'est que donc les divers groupements cérémoniels qui organisent la vie du village? On les repère au fait que, je simplifie un peu, le dimanche, et dans des circonstances festives diverses, il y a des repas collectifs, tenus en différents groupes. Chaque groupe mange de son côté. Premier groupe, les chefs de clan. Les clans enracinés dans le village. Le clan, il a un nom, la littérature dit un titre, peu importe. On a souvent comparé à la noblesse européenne avec cette grosse différence. Il n'y a pas de famille qui n'est pas noble. Chaque clan, enfin famille, chaque clan a son titre. Vous connaissez ça ici, mais en Europe, on a du mal à comprendre ça. La personne choisie à chaque génération pour porter le nom du clan, le titre, devient un chef. Un matai, c'est le mot particulier samoan, qui s'est développé il n'y a pas très très longtemps finalement, au 19e, mais qui peut être un matai à li'i, vous reconnaissez bien sûr votre mot à ri'i, ou un matai orateur, un tula fale, peu importe. Donc il y a un premier groupe, les chefs, ils mangent entre eux. Ils peuvent être des hommes ou des femmes, car il existe des hari femmes. Là encore, l'histoire d'ici vous le dit. Donc, disons, groupe 1, celui des chefs. Dans une autre maison, repas, on ne voit que des femmes. Bon, mais en regardant bien, on n'y trouve que les femmes qui sont des membres consanguines des clans enracinés dans le village. Les filles du village, les tamaitai, dont on me dit, écoute, en anglais, comprends ça, c'est nos ladies. Alors je vais continuer, c'est les ladies du village. On y trouve dans ce deuxième groupe qui mange ensemble, aucune épouse venue d'un autre village vivre ici. Donc, groupe 2, les ladies. Il y a un autre groupe, mange ensemble, il n'y a que des hommes. On y repère tous les hommes du village qui ne sont pas chefs. Donc, bien sûr, tous les membres consanguins des clans, mais, tiens, c'est curieux, là, on trouve aussi des hommes qui sont venus en tant que mari vivre chez leur épouse dans le village de leur épouse. Donc, groupe 3, les hommes non chefs, tous les hommes non chefs qu'on trouve dans le village. Et c'est tout. Chacun de ces trois groupes est appelé, chacun tout seul, le village, nous. Aussi bien, les trois groupes ensemble, on dit, bah oui, c'est le nous. Cas absolument classique, la partie vaut le tout du village, le nous, est composé de trois groupes, et chacun de ces groupes peut représenter à lui seul, finalement, tout le village. Il y a trois villages, et leur réunion forme le village. Il faut entendre village en tant que vraiment communauté. Un village, ce n'est pas l'inscription géographique, c'est la communauté. On continue à regarder les repas cérémoniels. Il faut continuer, parce qu'on voit un quatrième groupe, là, qui mange. Mais ce quatrième groupe, il n'a plus le droit d'être appelé le village. Qui on trouve dedans? Des femmes, mais seulement des épouses des chefs du village. Donc épouses venues d'ailleurs, ayant épousé un homme de ce village, mais un homme qui est chef. Le groupe 4, mais il n'est donc plus un groupe constitutif du village. Et les autres femmes venues épouser dans ce village, mais dont le mari n'est pas chef, où elles sont? Ben, elles n'ont pas de groupe où elles mangent ensemble. C'est elles qui servent les 4 autres groupes que je viens de nommer. Voilà, donc 3 groupes qui sont le village, tous ensemble c'est le village, les chefs, les hommes, les ladies. Et un 4e groupe à la marge, les épouses de chefs. On n'est donc pas étonné d'entendre un tas d'expressions, de conversations qui disent ces 3 premiers groupes, c'est notre famille. On a les chefs qui, bon, on dit les pères parfois, mais plutôt on dit simplement les autres sont tous les enfants des chefs, alors même que ce sont des clans différents. Et donc notre groupe, les hommes du village, et notre groupe, les ladies, ils sont frères-sœurs.
Et on emploie effectivement les mots frère-sœur pour la relation entre ces deux groupes. On retrouve dans tout ça une asymétrie forte, une non-symétrie, comme ce qu'on a relevé pour les mots pour dire homme en général, il y en a, et pour dire femme en général, il n'y en a pas. Le groupe 1, les chefs, et 3, le groupe 3, les hommes du village non-chefs, avec ces deux groupes, on a épuisé toute la population masculine du village. Mais pour avoir toute la population féminine, il faut énumérer. Alors, il y a le groupe 2, les ladies. Il y a le groupe 4, c'est pas vraiment le village, mais ils sont là, c'est les épouses de chefs. Et puis, il y a les autres qu'on voit là et qui font le service, qui sont les femmes venues d'ailleurs, ayant épousé un non-chef. Et quand on parle de ça avec les Samoans, ils ne voient pas l'unité que nous, enfin mon regard occidental, cherche en disant « Alors oui, bon, chez vous, les hommes, ils sont là, les femmes, ils sont là. » Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? Non. Et encore, il faut le dire en anglais, puisque le mot pour dire les femmes en général, on ne l'a pas. Et si on lui propose, comme d'ailleurs certains anthropologues ont écrit du village samoan, bon, vous avez d'un côté la population masculine du village, le groupe 1 et 3, de l'autre les femmes du village, le 2, plus le 4, plus celles qui ne sont pas en groupe, il ne comprend rien à ce qu'on cherche à dire. Revenons au vocabulaire de la dimension sexuée, du genre. On a les hommes, les tamaloa. Si on dit les tané, on se fait comprendre. Mais si je dis, bon, tous les tamaloa de votre village, ils sont dans le groupe 1, les chefs, et le groupe 3, les hommes non-chefs. On va me dire, mais non, le groupe 1, c'est pas les tamaloa, c'est les chefs, c'est les matai, Ari et tout la Falé. Et or, ces matai, comme ils peuvent être hommes ou femmes, c'est une autre question, qu'il y a nettement plus d'hommes que de femmes. C'est une autre discussion qu'on peut avoir. Mais on me refuse, en quelque sorte, une classification par catégorie de sexe de ce côté-là. Les femmes, le groupe 2, les ladies, le groupe 4, il n'est pas villageois, les épouses de chefs, plus les autres, eh ben, on peut pas les dire ensemble. Et quand je dis les autres, donc les femmes venues épouser un homme non-chef, elles ne mangent pas ensemble, elles sont là. Comment on les appelle ? Ah oui, ça c'est les fafinés. Là, et là seulement, on retrouve votre mot, wahine, qui sert si bien à caractériser les femmes en général, ben là-bas, non, c'est vraiment un groupe restreint. Le mari est resté chez lui, dans son village, et une épouse est venue vivre chez lui. Chacun l'appelle par son nom propre, Pierre, Paul, bon, c'est d'autres prénoms en général. On pourrait parler du système des noms. Le mari venu dans le village de sa femme, on l'appelle un fayava, un qui est venu faire, faille, une épouse ava. La femme restée chez elle, tout le monde l'appelle par son nom propre, où on dit, oui, elle est une de nos ladies, tamaitai. Et même mariée, on ne dira pas d'elle qu'elle est une épouse ava. On essaiera de, justement, prendre les termes qui désignent son appartenance ici. Donc là encore, et la femme venue dans le village de son mari, on l'appelle une nofotane, une qui est venue, nofo, qui est venue rester, nofo, auprès d'un homme, tane, mais au sens de homme son mari, qui est devenu son mari. Donc là encore, on a ce mot plus ou moins homme au général, mais qui s'entend d'abord avec l'idée de mari, tane. Et pour désigner l'homme qui est venu vivre chez son épouse, c'est celui qui a fait une hava. Là encore, il n'y a pas de mot femme en général. Alors, deux personnes du même village veulent se marier. Qu'est-ce qui se passe ? Pour l'homme, il ne se passe rien, au plan, j'allais dire, juridique, cérémoniel, par rapport à son statut. S'il est chez lui, chef ou pas chef, il demeure comme il est, mais avec une honte, entre guillemets, ama, qui va l'accompagner partout. En gros, son autorité de parole dans les conseils collectifs, c'est fini.
Mais bon, il continue d'appartenir quand même à l'identité villageoise qui était la sienne. Pour la femme, différent. Si elle épouse chef ou non chef, j'ai dit, elle est confrontée à cette alternative. Appartenir au groupe des ladies, mais on lui dit non, tu ne peux plus, sauf si tu ne te maries pas. Mais si tu te maries, tu ne peux plus être dans le groupe des ladies. Tu deviens une épouse. Si elle a épousé un chef, une épouse de chef, sinon juste une faffinée. Et comme je l'ai dit, l'enquête montre que sans la moindre exception, cette alternative logique, si elle se marie, c'est toujours le statut d'épouse qui l'emporte. J'ai connu des cas, mais une en particulier, ça m'a beaucoup frappé, une dame très âgée qui me parlait du fait, elle était, disons, la première en statut des ladies du village, à la suite d'histoires que je ne connais pas. Elle a épousé un homme, chef de son village. Ils ont dû partir. Elle a fait finalement toute sa vie comme inspectrice de la toute jeune éducation nationale à l'époque néo-zélandaise, puis quand le pays était indépendant, elle est devenue très connue par son autorité pédagogique. Mais finalement, elle n'est revenue vivre chez elle, et encore sur la pointe des pieds, que longtemps plus tard. Je ne sais plus si elle avait divorcé ou son mari était mort. Donc, c'est elle qui, en me parlant de son histoire, m'a dit « Tu comprends, ladies ou femme venue vivre avec un homme, tamaitai, pour nofotane, il faut choisir et pas se tromper. » Je retiens deux faits, je conclus. Une bien plus grande limite, un plus grand danger pour une femme plus que pour un homme, dans les conséquences qui suivent le fait d'oublier, par amour, que le mariage à l'intérieur d'un village est déclaré mauvais. Mais pourquoi? Parce que structurellement, il introduit une confusion entre la relation frère-sœur et la relation homme-épouse. D'autre part, la non-unité du genre femme, en opposition à notre vision occidentale, et la différence entre l'impossible unité linguistique et cérémonielle des femmes en général, mais la possible unité des hommes en général dans le vocabulaire samoan. Bref, dernière phrase, à ce point-là, si on me demande quelles sont les catégories de genre, les catégories de la dimension sexuée à Samoa, moi je dois répondre au minimum 3 et pas 2. Homme, oui, avec des nuances, puis femme en tant que sœur, lady du village, etc., et femme en tant qu'épouse, au moins 3. Et nous verrons demain qu'il faut y ajouter une 4e, si pas plus, les transgenres. Merci.